Euh, Je vous ai enregistré. J'ai l'impression qu'on a perdu. Hop. Il y a un problème là, non? Ouais, on vient de la perdre. Excusez-moi, parce qu'il fallait, je suis sur mon téléphone portable parce que la caméra de mon ordinateur ne marche pas et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Excusez-moi. Oui, donc je disais donc que voilà, je vous remercie pour cette invitation et de m'avoir permis de participer à ce webinaire concernant les mobilités. Alors, bien évidemment, les mobilités sont un enjeu extrêmement important pour les Français dans le contexte actuel que nous connaissons par rapport à cette crise de l'énergie qui est due principalement à la crise et à la guerre qui est aux portes de l'Europe et à la tarification des énergies carbonées. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, avec cette loi pouvoir d'achat, il a été question de protéger le pouvoir d'achat des Français et de pouvoir diminuer le prix de l'énergie pour les mobilités, c'est-à-dire ce qui concerne le prix du carburant. Et depuis le 1er avril, bien évidemment, il y a une remise qui a été faite sur le prix du carburant. Cette remise exceptionnelle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 et nous avions voté, nous, en tant que parlementaires, un bouclier tarifaire permettant à ce que nos concitoyens puissent avoir les moyens de se déplacer, notamment dans les territoires ruraux, puisque nous sommes, dans les territoires ruraux, c'est un impact ruraux et périurbains. L'impact est extrêmement fort, parce que nous savons tous que dans ces territoires-là, la voiture individuelle est le principal moyen de locomotion. Alors, dans un premier temps, effectivement, il y a eu cette mise en place de ce bouclier tarifaire qui a protégé le pouvoir d'achat, mais je pense qu'il faut travailler sur du plus long terme. Et le plus long terme, c'est qu'il faut trouver des moyens d'avoir des mobilités décarbonées, des mobilités douces, bien évidemment en essayant d'utiliser un maximum le transport collectif, le transport ferroviaire quand il est possible de l'avoir, mais le transport ferroviaire, il faut toujours penser au dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, c'est toujours dans les territoires ruraux le plus compliqué. La loi LOM qui a été votée a permis de pouvoir mettre en place des autorités organisatrices des mobilités qui travaillent en relation avec les autorités organisatrices de transport, que sont les régions. Donc, ces deux entités permettent d'organiser les mobilités dans nos territoires. Alors, c'est toujours effectivement le problème de l'histoire du transport collectif et souvent du dernier kilomètre. Donc, c'est pourquoi, jusqu'à la fin d'année, le bouclier tarifaire s'impose à nos concitoyens, dans le sens où, comme je viens de le dire, c'est souvent la voiture individuelle qui est le principal moyen de locomotion. Nous avons aussi, alors il y a eu le sujet de la remise des centimes par rapport à Total Energy, avec une négociation entre le gouvernement et le groupe Total Energy pour effectivement baisser aussi le prix du carburant à la pompe. Bien sûr, c'est une mesure transitoire qui permet de passer un cap, mais qui ne résout pas toutes les problématiques actuelles que nous avons au niveau du coût de l'énergie. Donc, l'idée, c'est quand même en même temps de développer des moyens des énergies renouvelables, étant en ce moment étant co-rapporteur du projet de la mission flash à l'Assemblée nationale du projet de loi sur les énergies renouvelables. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté des territoires de développer des énergies décarbonées, de pouvoir
fabriquer de l'électricité qui permettra ensuite de pouvoir utiliser notamment des voitures électriques. Mais les voitures électriques, ça se construit, il faut que ça se construise et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et le parc s'agrandit. On voit bien que les Français sont de plus en plus demandeurs de ce type de véhicules. Mais en même temps, il y a tout le maillage du territoire sur les bornes électriques parce qu'il faut aussi recharger ces voitures. Donc, il y a toute une chaîne à mettre en place. La production d'électricité en local, ce qui est très bien parce que c'est de la production locale avec des emplois non délocalisables, avec on va dire, une réutilisation de certaines énergies, je pense notamment aux biodéchets, et en même temps utiliser les ressources qui sont propres à nos territoires, le vent, le soleil en particulier. L'idée, c'est effectivement produire son énergie et ensuite la consommer en local aussi, en fabriquant aussi du biométhane, en fabriquant, comme je le disais, de l'électricité, et aussi on réfléchit sur tout ce qui concerne la fabrication de l'hydrogène, et bien sûr de l'hydrogène décarboné, pour les transports lourds comme le fret ou par exemple les transports ferroviaires. Donc, voilà, on est vraiment, je pense, à un moment clé et malheureusement, il faut aussi cette crise de l'énergie pour qu'on réfléchisse et qu'on accélère la production de notre énergie pour pouvoir utiliser des véhicules de mobilité douce et des véhicules décarbonés. Il y a aussi, alors dans certains territoires, alors c'est vrai que moi je suis issue d'un territoire de montagne, alors c'est déjà toujours un petit peu plus compliqué de parler du plan vélo, mais il est vrai qu'il y a aussi d'autres possibilités de se déplacer, avec la possibilité de se déplacer par le vélo. Le gouvernement, lui, axe fortement l'utilisation du vélo avec le plan vélo qui est mis en place et qui a été renforcé dans le projet de loi de finances rectificatif et surtout renforcé dans le projet de loi de finances 2023 avec 4 grands axes: la sécurisation des parcours à vélo, la mise en place d'un cadre incitatif fiscal, la promotion de la culture vélo, parce que forcément, il va falloir aussi accepter ou changer les comportements, et aussi la lutte contre le vol du vélo. Donc, pour cela, il y a des bonus qui sont mis en place pour l'achat d'un vélo, pour l'achat d'un vélo électrique, l'achat d'un vélo non électrique et l'achat d'un vélo aussi, des vélos cargo. Parce qu'on se rend bien compte que dans les territoires, en ce qui concerne, on va dire, le fret, le petit fret de centre-ville, il est important de pouvoir, on va dire, penser à une mobilité non carbonée aussi. Et on voit de plus en plus des initiatives et de belles initiatives qui permettent d'utiliser ces vélos cargo pour les livraisons, mais aussi pour aller ramasser les déchets ou les biodéchets. Et je pense notamment à une initiative qui a lieu au cœur de Marseille, où il y a une infrastructure où il y a une entreprise qui vient chercher les biodéchets chez les restaurateurs, qui le centralise avec une unité de massification pour ensuite aller utiliser cette énergie, enfin ces intrants, pour aller utiliser ça dans un méthaniseur qui se trouve sur le port de Marseille. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment. Celui-ci, j'avais été visiter et j'ai trouvé ça extraordinaire, dans un centre-ville de Marseille, pouvoir récupérer cette valeur, parce que on va dire que les déchets, les biodéchets sont une valeur, et de pouvoir les réutiliser pour créer l'énergie. Voilà, donc je ne sais pas si il y a des questions-réponses qui peuvent permettre, ou alors s'il y a d'autres sujets à évoquer. Bah déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir, s'il y a des réactions suite à cette prise de parole de Madame la députée. Peut-être sur la question du pouvoir d'achat, est-ce que la politique de
de faire en sorte que les personnes paient, que l'essence soit moins chère. Est-ce que c'est une politique qui vise à être poursuivie sur le long terme ou comment est pensé comment sont pensées les alternatives? Par exemple, vous avez parlé du vélo ou alors des mobilités décarbonées. Je sais que le gouvernement souhaite mettre en place des aides pour à- accéder à des voitures électriques, mais est-ce que ça sera pérennisé dans le temps ou est-ce que Alors, effectivement, parce que comme les enjeux sont quand même environnementaux, mais sont aussi économiques, hein, bien évidemment. Donc, alors moi, je dis toujours, le premier enjeu, c'est l'enjeu environnemental. Hein, ça, c'est clair. Bon, bien sûr que là, on est face à une crise de l'énergie, mais le premier enjeu est un enjeu environnemental et aussi il y a quand même un enjeu économique pour protéger, comme je le disais, le pouvoir d'achat des Français et pour les aider aussi à accéder à des mobilités décarbonées. Donc, bien sûr que, alors à chaque loi de finances suffit sa peine, on va dire, et à chaque loi de finances, on a des mesures qui sont mises en place pour l'achat de voitures électriques ou hybrides, ou pour l'achat de vélos électriques ou non électriques. Après, il y a aussi une aide sur les, voilà, il y a une incitation vis-à-vis des collectivités territoriales pour qu'elles aussi puissent s'organiser au sein de leur territoire, par exemple pour développer des parkings de covoiturage à l'entrée des villes, pour pouvoir mettre en place des moyens de locomotion qui vont justement de ces parkings périphériques vers les centres-villes pour diminuer aussi la pollution, parce qu'il y a le problème du coût de l'énergie, mais il y a aussi les problèmes de pollution au sein des villes. Il y a aussi des possibilités de covoiturage aussi et des mises en place de plateformes pour covoiturer, pour inciter, et on a des incitations avec comment dire, des incitations fiscales au niveau des salariés et des chefs d'entreprise qui permettent aux salariés de payer, qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir une défiscalisation sur les sommes versées à leurs salariés pour utiliser soit des mobilités décarbonées ou aussi pour inciter au covoiturage entre les salariés. Donc, effectivement, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place pour que l'incitation, et je pense que l'incitation va être grandissante parce qu'on sent bien que le besoin, et comme je disais, le besoin est un enjeu environnemental, le besoin étant tellement important et on est quand même dans l'urgence puisqu'on sait avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est pour ça que comme je dis, à chaque PLF suffit sa peine et à chaque PLF, des mesures sont mises en place. Oui, parce que, juste moi, pour rebondir sur ce que vous dites, par exemple, sur la mise en place des zones à faible émission dans les métropoles, c'est quand même un sujet parce que c'est sûr que c'est important d'inciter au report modal, mais pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, le report modal, vous parliez des personnes qui sont dépendantes de la voiture, de l'autosolisme. C'est important d'avoir aussi des solutions alternatives, mais c'est aussi de penser à des personnes qui ne peuvent pas faire autrement et qui sont cantonnées ou qui sont obligées de subir peut-être des normes ou des lois qui leur semblent trop contraignantes. Et c'est justement pour ça que je vous demandais comment on pouvait mieux accompagner ces personnes en tout cas. Déjà, oui, effectivement. Alors ça, moi, personnellement, j'en suis extrêmement consciente. Je pense à un étudiant, on va dire Gapençay, qui doit poursuivre ses études à Marseille, à Aix ou à Grenoble, et où les ZFE vont être mises en place et devenir obligatoires. Alors effectivement, je pense que ça, c'est une problématique dont il va falloir se pencher. Enfin, je pense aux étudiants ou autres, mais bon, c'est vrai que quand on est étudiant, en général, on récupère toujours la vieille voiture des parents qui n'a pas forcément le critère 1 ou le critère 2. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre en place des solutions parce qu'on sait très bien que le parc va évoluer et qu'il va aller vers un parc de voitures qui utiliseront de l'énergie décarbonée. Mais en tous les cas, ça ne se fera pas forcément du jour au lendemain et ça ne se fera pas forcément à la date où se seront mises en place les ZFE. Donc, il y a des solutions et c'est pour ça qu'il faut inciter aussi les collectivités territoriales à mettre en place des solutions alternatives qui permettront de pouvoir, à nos citoyens, de pouvoir accéder
à ces moyens de locomotion qui leur permettront d'entrer en centre-ville. Je pense aussi notamment aux artisans qui ont des flottes de voitures qui ne peuvent pas, on va dire, changer en totalité du jour au lendemain. Et là aussi, c'est un problème et il faut aussi les inciter et les accompagner dans l'achat de nouvelles flottes, mais ça ne se fait pas non plus toujours du jour au lendemain. Bah écoutez, je pense que la transition est toute trouvée avec la prochaine intervention, puisque ce sera une intervention sur les incitatifs et les subventions des collectivités pour inciter au report modal et pour promouvoir justement les solutions alternatives de mobilité. Donc, je propose de passer la parole à M. Benoît et je vous remercie, Madame la députée, pour cette intervention très éclairante, en tout cas. Merci à vous. Et je tiens à m'excuser, mais j'ai une contrainte, donc j'aurais souhaité assister à votre. Mais je crois que c'est enregistré, donc oui, c'est enregistré. Oui, voilà, je pourrais suivre. Merci beaucoup. Merci au revoir. à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Effectivement, oui, pour faire la transition sur l'illustration des initiatives que peuvent prendre les collectivités locales en faveur d'une mobilité plus vertueuse. Je vais donc vous présenter aujourd'hui l'initiative prise par le syndicat mixte Artois Mobilité en faveur du covoiturage en partenariat avec l'opérateur Klaxit. Alors je vais procéder au partage de mon écran. Est-ce que là vous voyez correctement mon écran qui s'affiche? C'est parfait, oui. Voilà. Bon, donc écoutez, alors je baisse juste ça. Voilà, donc effectivement, Artois Mobilité, qui est un syndicat mixte AOM sur trois agglomérations. Donc Tadao, qui est le nom du réseau du transport collectif que vous avez vu apparaître juste avant, donc c'est effectivement la marque commerciale sous laquelle est vanté un peu tout le portefeuille de solutions qu'Artois Mobilité met en place sur son périmètre. Donc un territoire aujourd'hui qui fait 1000 km², donc situé dans la région de Hauts-de-France, plus particulièrement sur le territoire du Pas-de-Calais. On est un territoire aujourd'hui situé au sud de la métropole européenne de Lille, qui est la grosse polarité urbaine régionale, et au sud est située donc la communauté urbaine d'Arras, qui est l'autre ville importante, et donc la préfecture du département du Pas-de-Calais. Donc ça représente 150 communes au total. Donc en 2017, on est passé de 115 à 150 communes suite à une fusion de plusieurs collectivités entre elles, et ça porte aujourd'hui donc à 650 000 habitants la population couverte par ce syndicat mixte. Alors la particularité, mais j'y reviendrai un petit peu après, c'est qu'effectivement on n'a pas aujourd'hui de ville-centre, on est plutôt sur un chapelet de villes moyennes. Donc voilà, c'est plus particulièrement Lens, qui est le siège du syndicat mixte Artois Mobilité. Mais Lens, finalement, est une ville moyenne parmi d'autres sur ce territoire, puisqu'on a des villes comme Béthune, comme Bruy-la-Bussière, comme Hénin-Beaumont, qui également en termes de population pèsent et sont à la fois des territoires que les gens quittent le matin pour se rendre au travail, mais qui sont aussi des lieux qui reçoivent des salariés, des étudiants, des lycéens, des collégiens. Et donc on a comme ça finalement un enchevêtrement de déplacements multipolaire. On n'est pas du tout sur le modèle habituel de la ville-centre vers laquelle tous les déplacements convergent le matin et avec un retour le soir sur les communes périphériques. Alors, très rapidement, pour effectivement présenter un peu le champ de compétences qui est celui d'Artois Mobilité. Donc, on est une AOM. Notre seule compétence, finalement, c'est la mobilité, puisque les agglomérations ont conservé l'ensemble des autres compétences qui leur incombent. Et donc, aujourd'hui, nous, on concentre l'activité de la collectivité sur le transport en commun, donc à travers la gestion du réseau Tadao, qui est le réseau unifié à l'échelle des trois agglomérations.
On porte également un certain nombre d'études, et notamment en 2023, on lancera une enquête ménage certifiée CRMA, qui est une grosse enquête consistant à déterminer quel est le mode de déplacement sur une journée donnée par un panel d'habitants qui est représentatif de la population. Donc ça, c'est pour 2023. Donc ça fait partie également de nos compétences. Au-delà du transport en commun commercial, il y a effectivement tout ce qui est organisation de transport scolaire qui relève de notre compétence. Donc sur un territoire aussi étendu avec quasiment 130 établissements scolaires desservis, ça fait aussi voilà, partie de nos prérogatives et ça représente une part importante de notre activité. On fait la promotion, et ça va un petit peu effectivement dans le sens des propos de Madame la députée. On fait la promotion des déplacements alternatifs, que ce soit autour de la voiture, sur un usage différent que la voiture individuelle utilisée seule, donc à travers des initiatives en termes de covoiturage, mais prochainement aussi en matière d'autopartage. Donc ça, c'est sur le volet, on va dire, motorisé. Et sur le volet plus mode actif, effectivement, on finalise actuellement notre schéma cyclable qui vise à identifier un certain nombre d'itinéraires sur lesquels une action du gestionnaire de voirie en faveur du vélo permettrait d'avoir un impact significatif sur le report modal pour un passage de certains déplacements faits aujourd'hui en voiture pour qu'ils soient faits en vélo. Et puis, on est effectivement en charge de la réalisation du plan de déplacement urbain, qui est le document réglementaire qui recueille l'ensemble des orientations et des stratégies en matière de mobilité sur le territoire. Donc, comme je vous le disais, effectivement, un territoire plutôt multipolaire. Donc, vous retrouvez effectivement le nombre de communes par agglomération avec le nombre d'habitants, en sachant qu'on a une grande diversité de communes. On passe de communes plutôt à caractéristiques urbaines comme Lens, comme Béthune. On retrouve des quartiers avec une densité assez élevée. Et puis, très vite, on peut aussi être sur des communes plutôt au caractère rural très, très marqué, très affirmé, et pour autant vous êtes distant que de quelques kilomètres entre les deux. Bon, très rapidement sur le fonctionnement, donc on a un fonctionnement assez classique où chaque agglomération membre désigne un certain nombre de représentants qui font partie, donc qui constituent le conseil syndical d'Artois Mobilité. Ces élus désignent donc un président. Aujourd'hui, c'est M. Laurent Duporge qui est maire de Liévin. Et donc, ce conseil syndical voilà, oriente la politique de mobilité de la collectivité. Je vous l'ai dit, essentiellement aujourd'hui tourné sur l'exploitation du réseau de bus Tadao, mais avec depuis voilà, 4-5 ans et encore davantage depuis l'adoption de la LOM, l'exploration de d'autres mobilités, puisque, comme la loi l'a indiqué, on est passé finalement du statut d'autorité organisatrice du transport, qui était quelque chose un peu restrictif, à aujourd'hui des autorités organisatrices de la mobilité qui effectivement incite les élus locaux à aller au-delà que le simple transport collectif, même si c'est déjà des initiatives qui pouvaient être faites par le passé. Aujourd'hui, la loi assied ces initiatives et les encourage. Donc, en matière de transport collectif, je vais aller très vite parce que ce n'est pas forcément l'objet du propos aujourd'hui. On a donc un réseau qui est hiérarchisé avec différentes familles de lignes, chaque famille correspondant à un niveau de fréquence plus ou moins forte. Donc, on a aujourd'hui des lignes de bus au niveau de service qu'on appelle bulles, qui ont des fréquences assez soutenues tout au long de la journée. Et puis ensuite, plus on va loin dans la numérotation, moins la fréquence de la ligne est élevée. On a aujourd'hui également des services de transport à la demande sur les communes les plus éloignées des centres urbains. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui,
toutes les communes disposent d'une solution de transport collectif. Il n'y a pas de zone blanche de la mobilité sur notre ressort territorial. À minima, une commune a un service de transport collectif pour ses élèves à destination du collège et du lycée du secteur. Et puis, pour les déplacements autres que les déplacements scolaires, il y a un transport à la demande qui permet de rejoindre la ville, enfin le centre-bourg ou la gare la plus proche pour ensuite avoir accès à une offre de mobilité plus large. On a également une politique tarifaire très incitative puisque nos premiers abonnements démarrent à 5 € par mois pour un grand nombre de catégories d'habitants. On va aujourd'hui jusqu'à 308 € par an pour un salarié qui a plus de 26 ans et qui n'a pas encore 65 ans. Et donc, voilà, ce salarié, pour 308 € a accès à l'ensemble des services vendus entre guillemets sous la marque Tadao, et également au train, puisque effectivement je ne l'ai pas évoqué, mais on a 30 gares sur notre ressort territorial, et on a un partenariat avec la SNCF et la région Hauts-de-France qui autorise finalement nos abonnés à prendre le train entre ces 30 gares. Le coût du trajet en train est intégré dans le coût de l'abonnement. Alors, en termes de mobilité douce, donc aujourd'hui on déploie un panel d'offres autour du vélo. Donc, historiquement, ça a commencé par un service de location de vélo en gare de Lens, à vocation à la fois touristique, parce que ça correspond à l'arrivée du musée du Louvre-Lens sur le territoire, dont on va fêter les 10 ans début décembre. Donc effectivement, il y avait peut-être à un moment donné l'intuition qu'au-delà du musée, les visiteurs pouvaient avoir envie de découvrir le patrimoine à la fois architectural et minier, autour du musée. Donc cette offre était bâtie à la fois à destination des usagers extérieurs et des habitants, effectivement, qui pouvaient avoir pour une modique somme chaque semaine ou chaque mois accès à un vélo, puis à des vélos d'assistance électrique pour finalement tester un peu ce nouveau mode de déplacement qui a émergé il y a quelques années, et éventuellement passer après la période de location à un achat d'un vélo propre. Plus récemment, on a déployé aussi des abris vélos sécurisés autour notamment des grands lieux d'intermodalité que sont les gares ou les stations, les stations de bus à niveau de service un peu structurantes pour favoriser le passage d'un mode à un autre. Donc, vous avez une photo à droite de la présentation sur ce à quoi ressemblent aujourd'hui ces abris vélos sécurisés, qui fonctionnent finalement avec le même support que celui qui permet d'accéder dans les bus et qui permet également d'accéder dans le train. Donc on a quelque part un support qui offre cette possibilité de passer aussi d'un mode de transport à un autre. On a également, on expérimente actuellement depuis une petite année des vélos en libre service sur les communes situées autour des sites de mémoire de la Première Guerre mondiale, puisqu'on est aussi un territoire qui a été marqué par la Première Guerre mondiale, avec des sites un peu emblématiques comme le mémorial canadien de Vimy ou la nécropole de Notre-Dame de Lorette à Blain-Saint-Nazaire, qui sont des lieux qui, du fait de leur situation géographique, plutôt à l'écart, sont plutôt à l'écart, ce sont des lieux qui sont plutôt à l'écart des centres urbains, donc assez compliqués à desservir en transport collectif, et pourtant il y a plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Donc pour ces visiteurs-là, pour ceux qui le peuvent, on déploie également un service de location en libre service de vélos à assistance électrique. Et puis enfin, donc ça c'était plutôt le volet, on va dire, mode actif. Sur le volet motorisé, enfin véhicule motorisé, on expérimente effectivement depuis maintenant presque 2 ans la solution de covoiturage Klaxit avec
une participation financière de la collectivité au trajet des passagers. Donc je vais maintenant m'attarder un petit peu plus sur ce sujet-là. Donc comment il est... Alors, ce qui est important de dire au départ, c'est que cette initiative a été possible parce qu'il y a effectivement eu une évolution législative qui a permis à une collectivité de verser directement ou via un tiers une incitation financière aux passagers qui décident de finalement laisser sa voiture au garage et de monter dans le véhicule de quelqu'un d'autre pour un trajet en covoiturage. Donc, la loi effectivement date de 2019, fin 2019. Les décrets d'application de la loi sont arrivés courant 2020 pour préciser un petit peu les modalités de cette possibilité. Et donc, en septembre 2020, les élus ont fait le choix d'expérimenter 2 solutions. Donc, on a pris 2 opérateurs différents. Comme on a un territoire qui, vous l'avez vu, est assez large, pour simplifier, on a divisé le territoire en 2. On a dit à chaque opérateur, ben voilà, votre terrain de jeu, c'est celui-là. On met en place un système de financement, de cofinancement des trajets pour les passagers à travers vos applications. Vous avez le champ libre. Et donc, au bout d'un an d'observation de comment se déroulaient les expérimentations, on a décidé d'en retenir qu'un sur les 2. Donc en l'occurrence l'opérateur Klaxit, parce que son approche a été un peu plus adaptée à notre ressort territorial. Et donc ça, j'y reviendrai juste après. Et donc finalement, on est parti avec cet opérateur. Et depuis donc du coup le 1er janvier 2022, c'est l'opérateur Klaxit qui est notre partenaire exclusif pour l'instant sur l'accompagnement des passagers à travers donc une participation financière. Alors la participation financière, quel est le principe? C'est que tout trajet qui a une origine ou une destination, et une destination sur notre ressort territorial, et qui est fait via l'application Klaxit, la collectivité finalement prend en charge le coût que le passager devrait verser au conducteur s'il avait fait le trajet sur un autre territoire. Donc ce montant est fixé à minimum 2 €, puisque en dessous de 2 €, c'est quand même compliqué pour de convaincre un conducteur d'ouvrir son véhicule à d'autres passagers. Donc c'est un minimum, et on peut aller jusqu'à 4 € en fonction de la distance parcourue sur le trajet. Alors, encore une fois, on a un périmètre qui est très large. De bout en bout, il doit faire 60 km. Et donc, effectivement, on peut avoir certains trajets qui parfois dépassent les 20 ou 30 km. C'est plutôt rare. La moyenne est plutôt autour de 15-20 km pour les trajets qui sont cofinancés. Mais il est possible que des trajets plus longs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un plafond à 4 €. Donc, effectivement, si on part du principe qu'un conducteur a 3 places libres dans son véhicule le matin quand il part de chez lui, s'il s'il ouvre son véhicule à 3 passagers tous les mois, tous les jours pendant un mois, ça représente environ 60 € de gain à la fin du mois. Donc, comment ça marche? Alors, je vais passer peut-être assez rapidement sur l'utilisation de l'application. Mais finalement, quand vous êtes effectivement conducteur, vous téléchargez l'application, vous indiquez l'adresse de votre domicile, l'adresse de votre entreprise. L'application vous propose les différents itinéraires qui sont éventuellement possibles, et vous, en fonction de vos habitudes, parce que vous savez qu'à telle heure, tel axe est plus encombré qu'un autre, vous préférez passer par la départementale plutôt que par la nationale. Vous choisissez le trajet que vous faites. Vous renseignez effectivement l'horaire à laquelle vous partez, que ce soit le matin ou le soir. Ensuite, l'application vous propose automatiquement un certain nombre de lieux qui, par expérience, sont des lieux qui
qui sont utilisés par d'autres personnes qui font du covoiturage, donc du coup sur lesquels vous pourriez vous rencontrer un conducteur ou un passager potentiellement intéressé pour faire le trajet avec vous. Une fois que vous avez sélectionné ces différents points de dépose ou de prise en charge, voilà, vous validez et votre trajet apparaît sur l'application. Après, quand vous êtes passager, quand vous souhaitez prendre le rôle de passager, vous avez deux possibilités. Soit effectivement, vous connaissez votre conducteur, entre guillemets votre chauffeur, puisque ça peut être un collègue de travail ou ça peut être quelqu'un de la famille qui travaille sur le même lieu que vous ou à proximité. Dans ce cas-là, il est possible finalement de dire à l'application que vous connaissez la personne avec qui vous souhaitez faire le trajet. Et dans ce cas-là, voilà, l'application va chercher dans votre répertoire les coordonnées du contact. Je précise quand même que le contact doit être également inscrit sur l'application, puisque la condition pour bénéficier de l'offre proposée par Mobilité, c'est bien que le conducteur et le passager soient membres aient un compte sur l'application et se soient entre guillemets rencontrés via cette application. Donc ça, c'est plutôt une fonctionnalité qui plaît parce que ça rassure beaucoup, car l'un des freins du covoiturage, c'est bien celui de monter dans la voiture d'un inconnu. Donc si au sein d'une même entreprise, il y a des gens qui veulent covoiturer, cette fonctionnalité permet déjà de lever un peu ce frein. Et puis sinon, si vous ne connaissez pas effectivement la personne avec qui vous avez partagé votre trajet en tant que conducteur, mais que vous êtes prêt à rentrer dans le véhicule d'un inconnu ou d'une inconnue, c'est après le déroulement assez classique d'une application de covoiturage où vous renseignez vos habitudes de déplacement au domicile-travail et vous avez la possibilité ensuite de choisir parmi les différents conducteurs qui font des trajets similaires aux vôtres, celui qui correspond le plus à votre besoin, que ce soit en termes d'horaire ou en termes d'itinéraire ou de point de destination. Alors, effectivement, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de partir sur un partenariat à plus long terme avec Klaxit, c'est parce que cet opérateur a bien compris que pour inciter les gens à faire du covoiturage, il fallait les chercher là où ils étaient, donc en l'occurrence dans les entreprises. Et c'est comme ça qu'en fait un certain nombre d'ateliers animés par les salariés de Klaxit ont eu lieu sur les différentes entreprises identifiées parmi les plus gros employeurs du territoire. Donc là, à droite, vous avez une photo, par exemple, d'une intervention qui a eu lieu à la polyclinique d'Hénin-Beaumont. Donc typiquement, sur la polyclinique, on est sur des équipes effectivement qui tournent tout au long de la journée, où les gens ont à peu près les mêmes horaires, une majorité des salariés a des horaires semblables. Et donc c'est assez facile dans ce genre de structure de sensibiliser au covoiturage et de capter l'attention des salariés sur les avantages. Alors voilà, bien évidemment, avantages sociaux, avantages écologiques, mais surtout également avantages économiques de faire du covoiturage. Donc ça a eu lieu effectivement tout au long de l'année 2022. Donc ça dure effectivement une heure. Alors, tout ça, c'est effectivement, ça se fait quand même en amont avec les représentants des entreprises qui sont également sensibilisés à la démarche et sur lesquels Klaxit s'appuie pour diffuser au plus près du salarié l'information en faveur du covoiturage. Donc en 2022, voilà, on a fait 19 ateliers et si on prend l'effectif global des entreprises dans lesquelles ces ateliers ont eu lieu, on a environ 10 000 salariés qui ont été sensibilisés. Au-delà de ces ateliers, il y a effectivement en parallèle une sensibilisation très forte et plus grand public qui a été menée. Alors ça passe par un certain nombre d'éléments comme les bulletins municipaux qui sont publiés tout au long de l'année, pour lesquels on a préparé des encarts tout prêts que les mairies n'avaient plus qu'à intégrer dans leur bulletin,
qui faisait effectivement la promotion de ce nouveau service. On a également pu afficher sur les véhicules, puisque effectivement, comme on gère le réseau, ça a été facile de se rapprocher de l'exploitant pour qu'à un certain instant dans l'année, il nous réserve des créneaux pour faire de la publicité sur les véhicules qui tournent toute la journée sur le réseau. Donc ça a eu aussi un bel impact. Et puis ensuite, il y a eu de la communication à travers des spots radio, à travers des conférences de presse, etc., qui ont permis de sensibiliser le grand public. En parallèle, des ateliers faits plus spécifiquement à destination des salariés. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est alors à la date d'hier, puisque Jérémy, qui devait faire la présentation, a eu la gentillesse de mettre à jour toutes ces données pour vous ce soir. Donc aujourd'hui, on est à 3100 inscrits sur le ressort territorial au sein de l'appli Klaxit. On a 1780 personnes qui covoiturent de façon effective sur ces 3115 personnes. Et sur ces 3115 personnes, en fait, on a un taux de 87% de taux de couverture, de personnes qui, même si elles ne passent pas à l'acte, ont finalement une solution qui s'offre à eux. C'est un taux qui est calculé entre l'offre de déplacement offerte par les conducteurs et les demandes ou les besoins exprimés par les passagers. Donc ensuite, voilà, ça fait environ 30 000 trajets cofinancés sur 2022 pour un budget de presque 70 000 euros à fin octobre de contributions versées par la collectivité. Donc on devrait peut-être être un petit peu en dessous de l'objectif qu'on s'était fixé de 40 000 trajets à fin 2022. Mais comme on est sur une dynamique très forte, comme vous pouvez le voir sur les courbes de droite, on espère quand même pouvoir passer le seuil des 100 000 trajets et un peu plus au cours de l'année prochaine. Les 120 000 trajets étant des trajets différents des 40 000. Hein. Les 40 000 ne sont pas intégrés dans les 120 000. Donc ça, c'est l'objectif pour l'année prochaine. J'en ai terminé. Donc voilà, je pense que la présentation vous sera transmise. Vous pouvez regarder un petit peu plus dans le détail les informations qui y figurent. Donc si vous avez des questions, voilà, vous aurez nos coordonnées à Jérémy et moi. Si vous souhaitez qu'on échange plus longuement ou si vous voulez qu'on rentre plus précisément sur un point de détail, que ce soit sur le covoiturage ou autre chose. En tout cas, voilà, on est à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons plusieurs questions suite à votre intervention, déjà sur la communication. Vous avez en partie répondu avec la slide sur comment vous avez sensibilisé les publics, oui. Mais aussi une question aussi sur le financement, parce que c'est un aspect que vous avez qui est important quand même pour les collectivités. Est-ce que vous pourriez donner des grandeurs de prix, des grandeurs voilà, il y a aussi la question des financements publics, comment vous pouvez porter ces types de projets sur fonds propres? Alors, effectivement, comme on est aujourd'hui AOM et qu'on assure le transport collectif et le transport scolaire, on a la possibilité de prélever le versement mobilité sur les entreprises et les administrations du territoire. Donc aujourd'hui, c'est la principale source de revenus du syndicat, c'est le versement mobilité. C'est complété par les contributions des 3 agglomérations qui nous ont transféré la compétence. Mais voilà, le plus gros poste de recettes, aujourd'hui, c'est le versement mobilité. Il y a une grande partie, la quasi-totalité, qui part dans la rémunération de l'exploitant du réseau. Parce que même si on a beaucoup d'entreprises et d'administrations, il y a quand même aussi un réseau lourd à mettre en place. Et on arrive quand même à dégager un petit peu de moyens chaque année. Et ce sont ces moyens qui sont mis sur les initiatives que j'ai pu vous présenter, dont le covoiturage.
Alors, voilà, sur cette année, on avait budgété 100 000 euros d'enveloppe pour le cofinancement des trajets. Vous l'avez vu, on devrait pas dépasser cette enveloppe. Donc, sur cette prévision, on était plutôt prudent. Bien évidemment, plus le nombre de trajets augmente, plus cette enveloppe va devoir aussi augmenter. Et pour répondre à l'une des questions, oui, les 70 000 euros que j'ai évoqués, c'est vraiment ce qui est versé au conducteur. Se rajoute à ça, pour chaque trajet, une commission qui est versée à Klaxit de 50 centimes d'euros par trajet, quelle que soit la distance. Et s'ajoute également à ça environ 30 à 40 000 euros de rémunération de Klaxit pour la maintenabilité de la solution et de l'application. Parce que vous avez vu sur les captures d'écran qu'il y a notre logo qui apparaît, tout ça, c'est effectivement un marché, enfin un contrat à part avec Klaxit qui est rémunéré aussi de cette manière-là. Dans les 40 000 euros, vous avez également les ateliers que j'évoquais. Une partie des ateliers en entreprise sont effectivement pris sur ce contrat à 40 000 euros. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Alors du coup, je regarde aussi en même temps. Ouais, on avait aussi une question sur peut-être une critique peut-être de Madame Locke, Valentine Locke, sur la multiplication des plateformes de covoiturage, qui est selon elle contre-productive et contraire au principe homogène du covoiturage. Bon, après, c'est pas forcément une question, c'est plutôt un avis. Ouais. Oui, oui. Non, mais la remarque est très bonne. Effectivement, avant cette initiative, il existait plusieurs plateformes. À un moment donné, il a fallu qu'on en choisisse une pour mettre en place cette incitation financière. Alors, on pourrait multiplier les partenariats avec les différentes plateformes. Ça nécessiterait un petit peu de travail administratif, mais pourquoi pas. Mais après, quelque part, c'est comment aussi les plateformes sont volontaires. Nous, on a regardé grâce au registre national des preuves de covoiturage quels étaient les principaux opérateurs sur notre territoire. Et là, on voit bien qu'il y a 3-4 plateformes qui se dégagent. Donc après, finalement, le choix, il se fait assez naturellement de cette manière-là. Mais on n'a pas voulu créer notre propre plateforme, parce qu'effectivement, c'était aussi une solution. On pouvait passer un marché avec un opérateur de covoiturage et lui demander une plateforme qui faisait qui s'arrêtait à notre ressort territorial. Mais là, c'était pas le but. Puisqu'après, sur cette application, l'utilisateur peut aussi trouver des trajets qui sortent de notre ressort territorial. Alors, dans ce cas-là, il ne bénéficie pas de l'aide de 2 euros par trajet, mais il peut quand même avoir la possibilité de trouver des conducteurs ou des passagers en fonction de son rôle, et trouver ainsi une solution alternative à l'autosolution. Très bien. Et Voilà. j'avais aussi une question peut-être avant d'enchaîner sur la présentation suivante. Est-ce que les utilisateurs des lignes de covoiturage sont satisfaits du service et aussi quelles sont leurs principales motivations pour faire du report modal? Parce que est-ce que c'est budgétaire? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que ça permet de créer du lien social? Alors, comme l'a dit Mme Boyer, je pense qu'il y a un contexte aujourd'hui qui est plutôt favorable au fait que les gens se posent la question sur leur mode de déplacement. Et dans certains cas, voilà, le transport collectif n'apporte pas la solution. La voiture reste le mode de transport le plus efficace et le plus souple pour faire le déplacement qu'on souhaite faire. Donc là, ce qui peut inciter la personne à transformer ses habitudes, c'est plutôt l'incitation financière. Parce que nous on s'aperçoit que finalement, ça marche pas forcément là où il y a déjà du transport collectif, mais plutôt soit en frange de la journée, quand le réseau n'est pas totalement déployé,
On a quelques courses qui démarrent tôt le matin, mais ce n'est pas partout sur le réseau. Donc les gens qui commencent très tôt peuvent finalement n'avoir que comme solution la voiture et son extension le covoiturage. Puis ça permet aussi d'offrir une solution de mobilité sur des zones où nous, on n'est pas forcément très performants en transport collectif, qui sont les zones d'activité. Parce que voilà, on en a, enfin tous les territoires des zones d'activité, c'est des espaces qui sont très larges, avec des entrées d'usines ou d'ateliers ou d'entreprises qui sont parfois distants de plusieurs centaines de mètres. Et donc, on ne peut pas créer un arrêt de bus devant chaque entreprise. Si on en met un au milieu de la zone, ben c'est pas forcément très pertinent. Donc le covoiturage permet aussi comme ça de desservir des zones plus compliquées à desservir en transport collectif classique. Donc c'est ça qui peut inciter les gens, c'est le contexte effectivement, d'augmentation du coût de la vie, le fait de l'absence de solution de transport collective et puis la station financière. Donc, clairement, la communication est axée là-dessus, hein, sur le bénéfice pour le passager et pour le conducteur. Et peut-être une dernière question de Marie de la Rouverte sur la contractualisation. Est-ce que c'est un marché public? Comment vous avez contractualisé avec l'opérateur? Aujourd'hui, Klaxit est référencé à l'UGAP. On a pu en fait, finalement passer par la centrale d'achat UGAP pour contractualiser avec Klaxit. Et en parallèle, on a passé une convention de partenariat avec l'opérateur pour gérer la partie enveloppe de subvention des trajets. Si vous voulez, on a il y a deux volets. Il y a le volet vraiment contractuel pour l'application et son déploiement sur le territoire d'Artois Mobilité. Ça, c'est le GAP. Et puis après, il y a le partenariat pour le financement et pour le reversement au conducteur, au conducteur du coût des trajets des passagers. Voilà. Mais ça, voilà, si on au besoin, on pourra. C'est super clair, merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur l'aspect collectivité. En tout cas, merci beaucoup, M. Denoyer, pour votre intervention. Donc, nous allons passer à l'intervention suivante, si vous voulez bien, M. Chevreuil, sur l'aspect technologique, un petit peu un aspect différent, mais tout aussi important, sur comment site Europort Modal avec des dispositifs un petit peu innovants, comment utiliser la technologie, notamment le MAS, pour sensibiliser, pour promouvoir des solutions alternatives. Et merci, je vais partager mon écran. Bon. C'est parfait, ouais. Parfait. Bon, merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais peut-être un petit peu vous décevoir parce que je ne vais pas tellement parler techno. Bon, c'est pas moi non plus qui devais faire la présentation au départ, mais je vais surtout parler de l'intérêt quand même du MAS pour atteindre nos objectifs de décarbonation 2035-2050. Voilà. C'est ambitieux. Le MAS n'y suffira pas, bien sûr, mais il peut contribuer, donc c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Avant toute chose, juste une petite présentation de l'association que je préside. Je pense que la plupart des participants ce soir le connaissent, mais je fais un petit rappel. Hein. Donc, nous sommes une association qui est même presque cinquantenaire, qui a pour objectif de faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la mobilité, qu'ils soient publics, privés, des grands groupes, des startups, et qui est en particulier depuis quelques années bien soutenu par le ministère en charge des Transports, dans le cadre d'un programme qu'on a appelé MEM 3.0, qui maintenant s'appelle Mobilité intelligente et transition. L'objectif est vraiment de parler de la transition, des transitions dans les différents domaines, en particulier la mobilité et en particulier la décarbonation. Donc ça se passe en particulier au travers de groupes de travail qui élaborent ce qu'on a appelé des feuilles de route, donc des propositions pour avancer sur ces sujets de mobilité. Et en particulier, on a travaillé dans un groupe MAS, données partagées, MAS et données routières, parce qu'on oublie souvent que les déplacements sont, comme vous l'avez dit, on n'oublie pas, parce que sont majoritairement beaucoup encore
assuré par des véhicules particuliers, et que c'est l'un des principaux enjeux des années qui viennent, de décarboner toute cette mobilité. Donc, nous avons aussi une revue trimestrielle, thématique, que j'espère que vous connaissez, et un congrès en janvier, fin janvier, auquel, bien sûr, vous avez tous à participer. Alors, sur le MAS, tout d'abord, une petite remarque, l'organisme en charge, de la préservation de la langue française a proposé que ce terme anglo-saxon, mobilité as a service, devienne mobilité par association de services et du coup devient le MAS, le MA. Bon, on pensera à ce qu'on voudra. Alors, on a créé au sein de la TEC un groupe d'échange d'expériences des autorités organisées de la mobilité, dont vous avez le nom figure sur la carte de France. Et je pense qu'on est surtout sur des grandes métropoles, et en écoutant ce qui a été dit sur l'Artois, je pense qu'on a sans doute des choses aussi à apprendre des AOM qui sont sur des zones beaucoup plus rurales et pour lesquelles les problématiques ne sont sans doute pas les mêmes. Voilà. Alors, enjeux globaux, là, je rappelle rapidement, mais ça, je pense que vous connaissez tous ces chiffres. Je suis désolé parce que mon écran est un petit peu... excusez-moi. On sait bien que les transports contribuent pour 30% aux émissions de gaz à effet de serre et que le véhicule particulier dans ce contexte représente à peu près 16% des émissions. Donc, il faut bien voir quand même que ces émissions ont diminué par habitant depuis ces dernières années, mais que pour la voiture, si on regarde les chiffres du CTPA, on est beaucoup plus stable et on reste toujours dans les mêmes ordres de grandeur des émissions. Donc c'est vraiment là le vrai sujet, puisque si on regarde ce schéma, la voiture présente 80% des kilomètres parcourus et qu'on a observé une baisse vraiment très très faible de cette part modale depuis 20 ans. Avec un objectif de 55% de baisse d'émissions en 2030 et neutralité en 2050, on a vraiment un challenge et qu'on ne voit pas trop aujourd'hui comment réussir ce défi, pour être très clair. Alors, quelles sont les solutions? Alors, on a quand même un peu travaillé, non pas seulement sur le MAS, mais sur un certain nombre de choses que je rappelle rapidement. Il faut agir effectivement sur l'énergie du véhicule, en particulier le passage au véhicule électrique, sachant qu'en ce moment, il y a quand même un débat sur l'empreinte carbone du véhicule électrique, qui n'est pas aussi performante qu'on pouvait penser, aussi faible qu'on pouvait penser, si on regarde bien toute la chaîne, comme on dit, du puits à la roue. Ensuite, donc ça sont les émissions unitaires, les kilomètres parcourus. Et les kilomètres parcourus dépendent effectivement de l'activité économique. Alors, on a beaucoup joué pendant la crise, pendant le Covid, sur le télétravail. Là aussi, les études montrent que le gain en termes de diminution des déplacements n'est pas si énorme, qu'il y a un effet d'aubaine et que ce qui est gagné dans le quotidien est récupéré à d'autres moments de l'année. Bien sûr, le gros sujet, c'est l'urbanisme, mais c'est des sujets à plus long terme, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'idée est bien quand même d'avoir une politique urbanistique qui puisse faire en sorte qu'il soit d'abord associé aux grands services de transport public, mais ça, c'est du long terme. Et bien sûr, à court terme, on a le report modal. Vous avez parlé du covoiturage. Il y a aussi l'autopartage. Donc, c'est le partage d'une même ressource à différents moments. Et puis, il y a aussi le développement, je dis un site d'exemple, parce que c'est quand même un bon exemple, c'est les bus, le bus sur voie rapide, avec des voies réservées qui permettent d'arriver plus rapidement sur les lieux de multimodalité. Les plateformes multimodales. Il n'en reste que, effectivement, l'objectif, comme on l'a dit, c'est vraiment un challenge.
Et on va voir ensuite comment essayer de répondre. Alors, voilà ce que nous, sur lequel on a réfléchi, et dans le groupe de travail qui ont travaillé sur ces sujets. Le gros enjeu, c'est quand même, alors même si, je veux dire, les zones peu denses sont aussi un enjeu, en termes de volume, en volume d'émission, ce sont bien les périphéries et les grandes agglomérations qui sont les plus grands producteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans les trajets quotidiens qui, excusez-moi, ça n'a rien à voir ici. Donc, il faut construire des alternatives. Alors, il y a effectivement ce dont j'ai parlé, les bus au car express, bien sûr, les offres de transport en public capacitaire, hein, qui effectivement absorbent une grande partie des trajets domicile-travail, mais avec aujourd'hui des sujets on y reviendra, de financement et puis aussi de développement, ces transports collectifs étant souvent arrivés dans les grandes agglomérations, parfois à saturation, ce qui pose aussi un gros sujet et qui incite parfois au report sur la voiture individuelle parce que la saturation ou les mauvaises, les incidents en font en sorte qu'il y a un peu parfois de fuite du transport public vers des solutions individuelles, mais heureusement aussi parfois sur le covoiturage. Donc on a ici effectivement aussi un sujet sur les infrastructures. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ce truc qui m'embête. Voilà, il est parti. Donc les voies réservées, les pistes cyclables, les parcs relais, sans oublier aussi une gestion optimale de la circulation pour permettre de diminuer les encombrements. Tout ça demande aussi de regarder les modèles économiques, le financement nécessaire et comment on tarifie les trajets individuels. Alors le MaaS, le numérique dans ce contexte, effectivement, il permet un accès simplifié, un accès rapide à toutes les offres de services, si possible de matière intégrée, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a effectivement différents types de MaaS sur un même territoire. Google Maps sur certains Citymapper, Google Maps, pour les grands groupes privés qui fournissent des MaaS, on peut dire, mais qui ne sont pas complètement complet puisqu'il n'y a pas le sujet de la tarification intégrée, c'est surtout des systèmes d'information. Et puis, il y a effectivement, heureusement, des initiatives prises par certaines métropoles, grandes métropoles, pour développer des services intégrés, y compris information et tarification. Et ce que permet une illustration, c'est effectivement ce qui était présenté précédemment, c'est aussi de permettre une offre de covoiturage garantie grâce à ces outils d'information et de réservation. Maintenant, ce qu'on analyse dans le cadre du groupe de travail, c'est qu'il faudrait aujourd'hui multiplier par 3, ce qui est absolument inconsidérable, l'offre de transport public. Et si on veut jouer vraiment sur la multimodalité, eh bien là, il n'y a pas le choix, c'est multiplié par 40, c'est ce qu'on a estimé, c'est peut-être un peu exagéré, l'offre de parc relais, alors que ce soit parc relais pour des véhicules thermiques, enfin pour la voiture, mais aussi pour le vélo, de façon à ce qu'il soit sécurisé. On se rend compte que sur les grandes agglomérations, la longueur des trajets ne permet pas de les faire de façon confortable, de façon au moins, disons, généralisée par le vélo. Donc, il faut effectivement, plutôt utiliser au maximum l'intermodalité. C'est vraiment le sujet, et l'intermodalité, c'est-à-dire vraiment enchaîner les modes de transport de façon à ce que l'ensemble du trajet soit moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et ça demande bien sûr un développement des systèmes d'information pour accéder à cette multimodalité, donc le développement du MaaS. Là, c'est un schéma il faut que j'enlève, il faudrait que j'affiche différemment, bon, c'est pas grave. Désolé pour cette
manie parce que je suis gêné. Est-ce que vous préfériez que je diffuse votre diapo? Non, mais je vais y arriver. Voilà, ça y est, j'ai réussi. J'avais une partie des slides qui était cachée par les photos, enfin les vidéos, les participants. Si on prend donc les fameux 16% trajets en voiture donc, que j'ai présentés au départ, hein, sur lesquels il faut absolument jouer pour réduire l'empreinte carbone, sur les premières couronnes, pas beaucoup, c'est 1%. Là, effectivement, le vélo est tout à fait adapté, y compris, bien sûr, il y a aussi déjà bien existant le métro, le tram, les bus. Ce n'est pas vraiment le sujet. Les villes-centres, je passe rapidement parce que là, le sujet là n'est pas du tout important. Les villes-centres sont déjà bien équipées en transport public. Et ça ne représente aujourd'hui que 0,2% des émissions. La voiture, dans ces îles, ne représente que 0,2% des émissions. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, il est vraiment sur les centres périphéries des aires urbaines, qui représentent 5%, et les longues distances, et entre les aires urbaines également. Donc sur les centres périphéries et aires urbaines, le trajet, comment dire, c'est là où vraiment le développement des parcs relais devrait être prioritaire, ce qui suppose effectivement à la fois du foncier disponible, mais aussi, et bien sûr, du financement. C'est vraiment là où on pense qu'il y a vraiment un gros enjeu. Et ensuite, bien sûr, c'est les longues distances, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Donc en récapitulant, si vous regardez ce schéma, donc les kilomètres parcourus sont faits de trajets de plus de 77%, près de 80%, plus de 10 km, et 90% plus de 5 km. Bon, là, jusqu'à 10 km, on peut penser que le vélo est performant pour peu que l'aménagement soit présent. Et ça, c'est un des gros sujets, c'est effectivement l'investissement dans les pistes cyclables qui s'est fait de façon très rapide, même de façon bien sûr provisoire sur ces aménagements pendant la crise Covid, mais il en reste heureusement des traces, si je peux me permettre le terme, et c'est vraiment là où le vélo aura toute sa pertinence en termes de développement. Mais au-delà des 10 km, voire 10-15 km, c'est bien d'autres solutions, et en particulier, comme je l'ai dit, le rabattement vers des transports publics. Alors, effectivement, on doit dire maintenant mobilité par association de services. Alors là, on va parler un petit peu de financement. C'est vrai qu'en France, on a des transports publics qui sont subventionnés de façon très importante si on le compare à d'autres pays, avec des contrats publics. Alors, bien sûr, d'un service à l'autre et surtout d'un territoire à l'autre, on a vraiment des choses complètement différentes. Et sur ces sujets, on ne pense pas que les acteurs mondiaux, comme Booking.com ou Airbnb, sont pertinents. C'est un peu une question qui a été posée tout à l'heure sur les différentes plateformes de covoiturage. Le marché du MaaS de la même manière, parce que les plateformes de covoiturage font partie aussi du MaaS, sont multilocales, doivent être adaptées au terrain, aux politiques de mobilité des AOM. Donc on ne pense pas, peut-être qu'on se trompe, mais on ne pense pas que les modèles mondiaux, j'allais dire, sont vraiment pertinents. Ensuite, modèle MaaS B2C direct, peut-être intéressant pour les touristes. À ce titre, je vous signale une étude qui vient de paraître, mais vous la connaissez sans doute, MaaS et tourisme, qui a été fait par l'Observatoire de la mobilité, enfin l'Observatoire du MaaS, pardon, qui était piloté par la FNTV. Voilà. Alors, si maintenant on se penche vraiment sur ce qui est le MaaS, ça doit être à la fois billetting multimodal et information multimodale, si on veut aller vraiment être considéré que c'est vraiment un MaaS, mais sachant qu'il y a des versions intermédiaires qui n'assurent pas forcément tous ces services, mais une grande partie.
Alors, on peut voir trois types de visions par rapport à développement de ces outils numériques. C'est d'abord une vision centrée usager, simplifier sa vie, réduire son coût, l'intermodalité. Mais cette vision centrée usager aujourd'hui est quand même pas mal assurée par les services que j'ai cités. Je ne voulais pas en faire la publicité, mais comme Google Maps ou Citymapper, pardon. Qui se développent de toute façon. Et donc, certaines collectivités ont commencé aussi à travailler avec ces organismes de façon à avoir un point de vue sur le sujet et éviter un peu les dérives, parce que ces grands services, ces grandes applications ont pour intérêt, surtout leur intérêt, c'est de vendre ensuite de la publicité et vous vendre des lieux à visiter, en particulier des lieux commerçants. Ensuite, on peut penser une vision plutôt centrée opérateur de mobilité, centrée OM, donc là qui est de gagner des clients, pas OM, pardon, opérateur de mobilité, donc de transport en particulier de transport public. L'idée étant bien sûr d'avoir des masses, je dis toujours masse, désolé, c'est plus simple, pour gagner des clients, alors ce qui appelait d'ailleurs dans le sens de la politique de l'agglomération, et de faire des économies sur les coûts de distribution, notamment sur la partie tarification. Et puis, une vision centrée politique publique, qu'il faut quand même bien sûr encourager, mais comment financer? En tout cas, ce n'est pas le MAS tout seul qui suffira à répondre aux grands enjeux. Ce qu'il faudra de toute façon, c'est que les infrastructures, les services de transport permettant le déplacement, eux, se modernisent et facilitent leur connexion. Avant de parler de ce qui est vendu à l'usager. Donc là, se pose des questions sur à qui le service doit être vendu, pour quel montant, avec quels objectifs, quelle clientèle visée. Là, je parle en termes de marketing, y compris même pour des services publics, par rapport à l'intérêt collectif. Qu'est-ce qu'on va viser en particulier? Quelle combinaison d'offres, quel tarif, quelle économie de ces offres? Ce sont vraiment des questions pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas forcément de réponse, mais des retours d'expérience de certaines collectivités. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on a historiquement quand même le mot dégradation, c'est pas de moi, mais il est peut-être un peu fort, financement par l'usager. Disons qu'il y a une baisse du financement par l'usager liée à un souci effectivement collectif, public, d'intérêt, par rapport à en particulier des populations qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, c'est clair. Mais donc, ce qu'on sait bien aussi, c'est que les budgets des autorités aujourd'hui vont être bien mis en difficulté, enfin disons au moins sous tension. Et il faut effectivement, en dehors de ça, développer les offres de transport public sur là où il y a vraiment besoin, où il y a des trajets de masse. Alors, comment financer? Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre ce que l'usager recherche en termes de gain de temps et qui peuvent leur donner un avantage, donc qui peuvent être monétisables, et de façon à permettre un retour, une recette-dépense plutôt équilibré, parce qu'il n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans beaucoup d'agglomérations. Donc, il y a vraiment une exigence de justice, d'équité, avec une tarification à faire varier. Alors, effectivement, je ne me ferai pas des amis par rapport à ceux qui prônent moi, pas personnellement, mais l'association qui prône la gratuité des transports, qui aujourd'hui, pas forcément, de nos jours, qui n'atteint pas forcément les objectifs souhaités. Il faut aussi, c'est bien penser qu'on ne va pas résoudre tout à court terme. Il faut vraiment penser à long terme. En même temps, il y a urgence, donc c'est un petit peu difficile, avec des scénarios possibles qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qui est fait aujourd'hui. Tarification à distance, ce n'est pas ce qui est fait, plutôt des forfaits, mais on peut aussi mixer entre ce qui est vraiment l'abonnement, la tarification distinguée de ce qui est domicile-travail par rapport à d'autres trajets.
tarification selon la vitesse, c'est aussi une solution, ou bien, et c'est aussi un scénario qu'on appelle V6, qui en fait, à ces scénarios 1, 2, 3, d'ajouter des modulations horaires, d'inciter, comme ça se fait dans sur pas mal de sujets, en fonction de l'horaire et des pointes, c'est de tarifer de façon plus élevée ce qui se passe pendant les heures de pointe. Voilà. Alors, pour terminer, oui, il y a encore une animation, j'essaie plutôt de passer vite. Ce qui est important, c'est le sujet des données. Les récentes publications des décrets suite aux articles de la LOM permettent aujourd'hui aux AOM d'ouvrir leurs données et surtout que d'autres acteurs ouvrent les données pour que les AOM soient effectivement informés, les données de service de mobilité, mais aussi les données du véhicule, ce qui n'est pas forcément simple et que pourtant c'est là où on irait sûrement à gagner. À partir du moment où on veut vraiment gérer, aller contre le véhicule solo, il faudrait effectivement avoir une meilleure connaissance des trajets et donc un accès à ces données qui n'est pas toujours simple et avec, disons, un certain nombre de réticences. Et on voit mal, nous on voit mal en tant qu'association ATEC, on voit mal qu'il y ait d'un côté les données transport public, d'un autre côté les données routières séparées, les deux, si on veut vraiment gérer, avoir vraiment une politique de mobilité, il faut bien prendre en compte les deux, de façon à avoir des portails de données sous gouvernance publique, c'est important pour assurer l'objectif d'intérêt public et assurer aussi la neutralité, mais sans négliger la possibilité, et même encourager plutôt le travail avec des initiatives privées sur ces sujets pour offrir de nouveaux services. Donc l'information voyageur, observationnelle. Donc l'intérêt aussi, c'est pas l'oublier, c'est d'avoir aussi d'avoir une plus grande panoplie, un meilleur accès à l'ensemble des données de la mobilité et des déplacements, de façon à avoir effectivement cet observatoire des mobilités et aussi nourrir, disons pas nourrir, mais être un outil important pour les politiques de mobilité, les politiques d'investissement. Voilà, en termes de conclusion, merci de votre attention. Je voulais remercier, j'en profite pour remercier notre directeur des programmes d'ATEC Île-de-France qui m'a aidé à faire cette présentation. Et du coup, pour le remercier, je fais de la pub sur le livre qu'il a sorti, Changer de modèle, que je vous invite à lire, c'est très intéressant. Bon, maintenant, on n'est pas forcément d'accord sur toutes ces propositions, mais peu importe, il a fait un gros travail. Je vous signale aussi, mais ça vous le savez, il y a des rencontres d'observateurs du MAS bientôt, le 8 novembre, avec sous l'égide d'un pas mal de partenaires, dont ATEC ITS France, vous voyez aussi ici en bas. Voilà, merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, bon, ça va. Et je suis à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a vraiment urgence à changer de modèle et c'est très compliqué de mettre en place, comme vous l'avez expliqué, de mettre en place des solutions. Il y a plusieurs questions, juste peut-être une remarque sur la répartition des trajets automobiles en fonction des kilomètres. Monsieur Deveau nous dit qu'il aurait été plus intéressant de parler en nombre de trajets plutôt qu'en nombre de kilomètres. Voilà. Je suis pas. L'intérêt de parler en nombre de kilomètres, c'est qu'on prend en compte l'ensemble des émissions. Le terme de trajet, si le trajet est court ou un trajet long, c'est quand même pas la même chose. Oui, monsieur Deveau. Les émissions sont vraiment proportionnelles au kilomètre parcouru. Oui, mais alors je suis, excusez-moi, oui, je suis d'accord avec vous en termes de kilomètres par rapport aux émissions. Mais en termes d'usage, quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours pour faire 5 km et qui fait un trajet de 150 km le week-end pour aller voir ses parents, finalement, il a besoin de sa voiture qu'une seule fois par semaine et pas tous les jours. Donc, en termes d'usage, le kilométrage n'est pas représentatif. C'est pour ça que moi, je suis très gêné par cette représentation statistique qui, pour moi, est assez biaisée. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette remarque. C'est pas, d'un point de vue climatique et environnemental, je le comprends. D'un point de vue usage, je pense que c'est pas tout à fait
adapté. Voilà. Merci. Oui, non, mais je prends en compte votre question. Moi, souvent, je me pose la question parce qu'on dans beaucoup d'études, on parle sur les trajets quotidiens, hein, qu'effectivement, on oublie que finalement, il y a, 40% des jours de l'année, on ne va pas au travail, on fait autre chose, et en particulier, on se déplace, on fait des longues distances aussi, pas toujours, donc on fait pas mal de kilomètres en dehors des jours de travail lorsqu'on utilise la voiture, hein, je parle. Sans oublier que les retraités sont quand même assez nombreux et on ne les compte pas non plus trop dans les études. Effectivement. Il y a aussi Alors qu'ils font des kilomètres. Il y a aussi une question sur, depuis la LOM, est-ce que vous pouvez confirmer l'obligation depuis la LOM de référencer tout système de transport en commun sur le point d'accès national datagouv.fr? Alors là, je peux pas vous assurer complètement, mais je suis persuadé que oui. Oui. D'accord. Mais personnellement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas de réponse non plus, mais dans les discussions que l'on a eues sur ces sujets, je pense que c'était normalement obligatoire. Maintenant, il y a un certain nombre de... C'est dans le détail, hein, comme on dit, que ce niche le diable, c'est les données. Il y a des données agrégées et des données pas agrégées qui pourraient être intéressantes aussi et qui ne sont pas forcément disponibles. Oui, Madame Lequet, vous souhaitiez intervenir? Allez-y. Il y a peut-être un souci de micro, on n'entend pas. À combien ont investi les agglos, c'est ça? Et mesure-t-elle la valeur de ces dépenses? Là, je vais sortir un joker. On pourra chercher l'information, mais je ne vais pas la sous la main. Okay. Quelqu'un a levé la main. Oui, quelqu'un a levé la main. Quelqu'un a levé la main, Valentine. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un souci de micro, on n'a rien entendu. Souci d'information, les collectivités ne savent pas qu'elles doivent référencer. Ah oui. Effectivement. C'est une bonne remarque, merci. Il y aurait besoin d'un accompagnement des petites collectivités. Oui. Oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur le MAS et sur, sur la billettique aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé billettique, mais c'est vrai que... Oui. Écoutez, merci Monsieur Chevreuil. On va laisser la parole à l'intervention suivante, donc sur comment sensibiliser les employeurs pour pousser les employés à utiliser des reports modaux, à faire du report modal vers des solutions plus douces, notamment le vélo ou alors le transport en commun, car on sait que les employeurs peuvent intervenir et peuvent être force de proposition pour en tout cas pousser les employés à être plus vertueux. Et fait, du coup, je me permets de prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Parfait, merci. Et j'ai réussi la manip technologique quand même. On a eu une petite conversation dans le chat pour être sûr. En tout cas, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être assez rapide hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, on est vendredi soir. Voilà, donc je me présente, Lucille Janson. Alors moi, je travaille dans une association qui s'appelle Réseau Alliance, qui est basée à Marc-en-Barœul à côté de Lille et qui anime notamment le sujet de la mobilité durable avec un axe mobilité des collaborateurs. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, en quelques chiffres, et je vais essayer d'être rapide dessus. Donc pour présenter le contexte, donc nous, Réseau Alliance, on a été créé il y a bientôt 30 ans. Ce sera l'année prochaine qu'on fêtera cet anniversaire, par des dirigeants d'entreprise qui voulaient valoriser les bonnes pratiques d'économie responsable qu'ils mettaient en place, celles de leur réseau. L'idée était vraiment d'avoir une émulation par l'échange de bonnes pratiques, la valorisation de ce qui est fait donc sur différentes thématiques de ressources humaines responsables, de changement des modèles économiques notamment.
Donc aujourd'hui, on travaille toujours comme ça. On est une vingtaine de collaborateurs, on est 20 collaborateurs d'ailleurs, à animer ce réseau de 380 entreprises, associations, collectivités qui sont adhérentes et ou partenaires de l'association. Et donc voilà, donc à l'année, on va animer différents temps forts autour de l'économie responsable. Donc différents métiers qui vont de la sensibilisation à l'accompagnement individuel de démarches de responsabilité, en passant par des formations, du coaching, de la valorisation des bonnes pratiques. Donc on est aussi organisme de formation, donc voilà à peu près pour faire très très rapide, avec différents axes d'expertise. Donc la stratégie, l'organisation des démarches de responsabilité sociétale des entreprises, l'impact environnemental et climatique des entreprises, donc plutôt pour travailler sur la stratégie bas carbone, la diversité et l'inclusion, donc plutôt les ressources humaines responsables, la mobilisation des parties prenantes, notamment des collaborateurs, autour des démarches de RSE, la mobilité durable, du coup, qui va nous occuper pendant les minutes qui arrivent, et les nouveaux modèles économiques, les modèles économiques innovants. Et donc, à travers ces différentes thématiques, on va à chaque fois avoir des programmes de sensibilisation, d'accompagnement collectif et individualisé de nos parties prenantes qui sont du coup, pour rappel, nos adhérents, donc le monde professionnel. Donc, ce que je proposais dans la présentation, c'est de faire un rapide retour sur comment est-ce que le projet Déclic Mobilité est né, donc le projet sur la mobilité des collaborateurs. En fait, voilà, pour faire un historique très rapide, en 2006, un de nos adhérents et fondateurs qui est AG2R La Mondiale avait mis en place, 2004, son plan de déplacement entreprise, et on arrivait un peu au bout du plan d'action. Les salariés avaient eu un report modal vers des modes de transport plus durables et ça stagnait. Donc, ils nous ont sollicité pour organiser des temps d'échange interentreprises autour du sujet des plans de déplacement entreprise. Donc, on a monté des cycles d'ateliers qui, suite à différents événements, notamment une étude qui a conforté le besoin d'avoir cette action-là, ça nous a mené à créer la communauté Déclic Mobilité, donc qui est une offre qui va toujours sensibiliser et accompagner les acteurs des Hauts-de-France sur le management de la mobilité. Donc, on a différentes parties de l'offre que je vous montrerai au fur et à mesure. Une offre qui, du coup, a été créée en 2013-2014, qui s'est peaufinée jusqu'à aujourd'hui, notamment suite à une mesure d'impact qui avait révélé, du coup, les forces et les axes à creuser encore de notre côté. Donc, on a différentes parties prenantes. Donc, c'est un peu la méthodologie de Réseau Alliance de travailler comme ça. On s'allie toujours à des partenaires qui sont soit des partenaires financiers, comme l'ADEME, la région, la métropole européenne de Lille, côté public, mais aussi AG2R La Mondiale, Keolis, côté Lille Métropole, par exemple, le groupe Mobivia. Donc, ces partenaires qui viennent nous aider à structurer l'action et à donner des moyens humains aussi grâce à leur soutien, mais aussi des partenaires techniques avec qui on va partager des actions, du réseau, de la veille. Ensuite, la partie prenante principale qui est les employeurs. Donc, avec tout type de profil, on a des employeurs qui sont publics, privés, associatifs, comme je vous disais, qui font certains qui ont 5 collaborateurs, d'autres qui en ont 5 000 ou 10 000, et qui travaillent dans tout secteur d'activité confondu. L'idée, c'est qu'on va tous travailler ensemble autour de la notion de management de la mobilité, donc qui fait écho aux présentations précédentes. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, eux, s'emparer du sujet de la mobilité durable, de comprendre les mobilités de leurs collaborateurs notamment, pourquoi est-ce qu'ils viennent avec tel ou tel mode de transport et comment est-ce qu'on peut les encourager à utiliser le panel de solutions qui est adapté à chacun. Donc voilà, les employeurs qui sont notre cible, les collectivités des AOM avec qui on reste en relation pour déjà échanger sur les bonnes pratiques propres à leur territoire, mais aussi pour leur ouvrir un réseau et leur montrer finalement ce qui se fait déjà, ce dont ils peuvent s'inspirer et du coup finalement mieux comprendre comment travailler avec le monde de l'entreprise. On travaille avec les opérateurs de transport, donc je citais notamment Keolis, mais ce n'est pas le seul. Pour les transports publics, on a aussi un écosystème de start-up, donc certains sont présents aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'avoir des acteurs qui vont promouvoir les mobilités durables, chacun avec leur domaine d'expertise, chacun avec un mode de transport différent parfois,
Et tous ensemble, on va former cette communauté pour échanger sur notre vision commune de conduite du changement. Puis d'autres parties prenantes plutôt techniques, les réseaux, donc soit des réseaux professionnels, par exemple des réseaux d'assistants de direction, de ressources humaines notamment, des associations aussi thématisées, je pense à la Fédération des usagers de la bicyclette par exemple, et des pôles de compétitivité donc, qui travaillent en lien avec, en miroir avec nos actions. Et voilà, et du coup, ça c'est la page institutionnelle de présentation de Déclic Mobilité comme ça a été présenté. Donc vous voyez à peu près l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de l'action. Et donc une action qui est valorisée avec 3 mots forts, et un 4e que je vous présenterai aussi. Donc la sensibilisation, donc là on sera plutôt sur pourquoi, comment se lancer dans une démarche de management de la mobilité quand on est employeur. Comment se repérer par rapport aux réglementations, aux enjeux, aux bonnes pratiques, à ce qui est atteignable ou non. Un accompagnement qui va se faire de manière collective et individuelle. Et un essaimage, donc l'idée toujours d'avoir ce réseau qui permette de s'inspirer, de poser des questions aux bonnes personnes. Voilà, vraiment ce côté travail collectif. Sur la sensibilisation, donc voilà, je ne vais pas vous détailler non plus tout le plan d'action, mais c'est ce que je vous disais. L'intérêt, c'est vraiment de susciter un intérêt de la part des personnes qui vont être prescriptrices des mobilités des salariés. Donc, à travers des conférences, donc là, vous avez quelques images, hein, par exemple, de rencontres interentreprises, et notamment le challenge de la mobilité Hauts-de-France, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On organise aussi de plus en plus de webinaires, puisqu'on s'est rendu compte que c'est un format qui marchait très bien, et je pense qu'on en est témoin ce soir. Ça marche très bien parce que déjà, on peut capitaliser et l'enregistrer et donc le rediffuser, mais aussi on peut faire participer des personnes qui sont un peu plus éloignées géographiquement et qui n'auraient pas forcément fait 1 heure de route pour un sujet qu'elles ne maîtrisent pas, sur lequel elles ont un intérêt qui n'est pas encore confirmé. Donc voilà, on fait beaucoup d'interventions à distance, beaucoup d'interventions aussi dans des réseaux partenaires, l'idée étant de toucher le plus d'employeurs possible. Et on a un site web ressources, donc déclicmobilité.org. Je vous montrerai quelques petits extraits aussi tout à l'heure, qui permet de recenser un agenda du management de la mobilité, donc avec les événements qu'on organise, mais ceux qui existent aussi en région Hauts-de-France ou à l'échelle nationale, des bonnes pratiques qui ont été valorisées sous forme de fiches, donc sur lesquelles on capitalise et qu'on partage. Et puis tout un travail de veille, de sourcing aussi d'outils qui existent, l'idée étant d'avoir vraiment ce site web en ressources pour les acteurs de la mobilité et les employeurs. Sur l'accompagnement, donc on a différents types d'actions. Je vous disais, il est collectif et individuel. Donc le cœur d'activité de Réseau Alliance, en tout cas la marque de fabrique, c'est les ateliers d'échange de bonnes pratiques. Donc ça, on en organise 3 à 4 par an, avec en moyenne, on va dire entre 15, 20 et jusqu'à 50 participants, tous professionnels. Et à chaque fois, sur une demi-journée gros maximum, on va échanger sur un sujet de management de la mobilité. Pour donner des exemples, on a travaillé récemment sur les avantages en nature pour les collaborateurs en lien avec la mobilité durable. Donc l'idée étant de voir, en fonction des apports qu'on peut proposer aux collaborateurs, est-ce que ça arrive en avantage en nature ou simplement en avantage comme le forfait mobilité durable qui est exonéré. On a des ateliers sur la mobilité, la marque employeur, sur aussi la promotion du covoiturage, par exemple. On va vraiment essayer d'explorer tous les sujets qui viennent sur le management de la mobilité. En complément de ces ateliers, on a créé en 2016 une formation qui est plus méthodologique pour que les référents mobilité au sein des employeurs puissent comprendre la méthodologie du plan de mobilité employeur, les réglementations, tous les outils dont ils disposent et puissent vraiment poser leurs questions et en sortant de formation, être capables de mettre en place leur propre plan de mobilité employeur. On a aussi créé un projet qui s'appelle Impulse. Alors, je reviendrai dessus peut-être en fin de cette slide parce que c'est un petit peu plus calé dans le temps. Et puis, on va aussi proposer du coup des accompagnements individualisés, donc sous forme de coaching, où on va aller guider le référent mobilité dans la mise en place de son plan de mobilité en ayant ce retour un peu effet miroir et en l'accompagnant d'outils un peu plus techniques s'il en a besoin. Et donc, on est en train de formaliser aussi une offre à destination des collectivités des Hauts-de-France. Donc ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec d'autres acteurs
notamment donc, le pôle e-trans et le CREM, Centre Ressources en Écomobilité, donc qui agissent sur le même territoire, pour justement proposer tous nos accompagnements, en tout cas valoriser notre expertise et simplifier la lecture finalement du réseau pour les personnes qui prennent la compétence AOM ou qui l'ont prise très récemment. Et on est aussi en train d'écrire une étude de cas. Et donc là, l'idée, c'est de sortir des Hauts-de-France pour regarder ce qui se fait ailleurs en bonne pratique d'un écosystème employeur, collectivité, acteurs de la mobilité de manière générale, pour voir comment ensemble ils travaillent sur un changement des comportements de mobilité. Et du coup, je reviens aussi sur le projet Impulse. Je pourrais vous envoyer en complément quelques liens si ça vous intéresse. Depuis 2018-2019, on s'est intéressé au sujet des nudges en se disant on a un panel de solutions de mobilité qui existent, qui se développent, donc qui vont du développement de vélos adaptés à tous les usages, des systèmes d'autopartage, de covoiturage. On parlait des plateformes, voilà, ça fait un des sujets, des transports en commun qui sont plutôt bien maillés dans notre région. Et pour autant, on a accès à ce service, on a accès à la connaissance de l'offre, on a des calculateurs d'itinéraires qui prennent en compte l'intermodalité, qui prennent parfois en compte le paiement, et les Français, les salariés ne changent pas forcément beaucoup leurs habitudes. Et donc, on a entendu parler de cette notion de nudge. Donc, le nudge, pour ceux qui connaissent qui ne sont pas forcément familiers avec cette théorie, c'est en gros comment est-ce qu'on joue sur les biais cognitifs des êtres humains. Donc, les biais cognitifs, c'est tout ce qui explique pourquoi on n'agit pas de manière rationnelle tout le temps. Et une fois qu'on a compris ces biais, on va créer des nudges qui sont des réponses incitatives au changement de comportement. Donc, sans passer par la contrainte réglementaire, sans passer par des incitatifs financiers comme des sanctions ou des primes monétaires, mais vraiment en jouant sur la communication, sur le type de message qu'on va passer, est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut faciliter le report modal. Donc, on a créé une expérimentation avec une adhérente de l'entreprise 2R Aventure et de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, donc sous le soutien financier de la région Hauts-de-France. Et on a développé 80 outils, 90 même, de communication qui ont été déployés dans des entreprises, dans des collectivités, des associations de la région. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir suivre les déplacements de leurs collaborateurs pendant pratiquement 1 an, en testant au fur et à mesure l'arrivée de différents messages nudgés. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est ce que vous voyez à droite, une série de nudges qu'on a testés qui étaient sur le risque de gain, le risque de perte, qui a vraiment bien fonctionné, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, où en fait, au lieu de moraliser par exemple les personnes sur les conséquences néfastes, quelles qu'elles soient, de leur utilisation de la voiture, on allait montrer les pour qu'on trouve à utiliser le vélo, le covoiturage, la trottinette, la marche à pied. Donc, beaucoup d'arguments en faveur du gain de temps, la meilleure santé, les économies financières, le bien-être. Voilà, on a vraiment axé des messages là-dessus et ça a fonctionné puisqu'on a un report modal. Tout changement 2020 isolé, on a à peu près 2 à 3% de personnes en plus qui sont passées vers les transports en commun ou le vélo notamment. Donc voilà, ça, je pourrais vous envoyer des infos puisqu'on a publié un livre blanc sur le sujet si vous voulez creuser et un petit podcast qui vient accompagner la restitution de l'expérimentation. Donc ça, parenthèse fermée, donc sur l'accompagnement, on a vraiment quelque chose qui est collectif, qui est avec des sujets qui sont choisis en fonction de l'actualité, des innovations, des réglementations qui arrivent, des bonnes pratiques aussi qui arrivent et des tendances du coup. Et ça, c'est co-construit avec la communauté Déclic Mobilité. Et j'ai un petit bug de flèche. Alors, voilà. Je vous disais du coup, 3e point et le 4e en bonus. Donc, 3e point sur l'essaimage. On a vraiment ce côté, on tient à mettre en avant ce qui existe, qui est fait. Donc, avec l'aide à la rédaction de bonnes pratiques, je vous en parlais tout à l'heure. Le côté effet miroir qu'on a grâce à cette communauté qui est libre d'échanger et qui fonctionne en réseau, et la valorisation d'outils. Alors, on en a produit certains, c'est ce que vous voyez en bas d'illustration, avec notamment un guide qu'on avait créé qui explique les étapes du plan de mobilité employeur. On l'a créé quand il s'appelait encore plan de mobilité.
et un autre outil que je vous montrerai tout à l'heure sur comment est-ce qu'on argumente en interne dans une entreprise sur la mobilité durable. Donc, on a créé ces outils-là en inter-entreprise et en même temps, on relaie ce qui existe déjà, les guides de l'ADEME, par exemple, en tout cas, tous les outils qui peuvent être utiles à quelqu'un qui veut travailler sur le management de la mobilité. Et quatrième point, qui n'est pas écrit de manière officielle dans l'offre, mais qui est ultra important, c'est l'écosystème. Voilà, je vous l'ai dit dès le départ avec les parties prenantes, Déclic Mobilité, c'est un outil d'accompagnement, un outil de veille, mais aussi un espace de rencontre où on a des collaborations qui sont nées finalement juste du fait que les personnes se sont mises à échanger ensemble. Par exemple, on a une entreprise qui est en train d'expérimenter un modèle de vélo de fonction adossé à des crédits mobilité. On a l'expérimentation sur les nudges qui est sortie aussi de ces rencontres. Alors, on a vraiment ce côté émulation et en tout cas prise d'initiative qui est ultra intéressant. Et en parallèle, un réseau qui est valorisé sous la forme d'un annuaire qui est en ligne sur le site web où n'importe qui peut se connecter et trouver les contacts utiles pour trouver qui peut l'aider à réparer un vélo de sa flotte d'entreprise, qui peut l'aider à animer une fresque de la mobilité, par exemple, quels sont les certificats d'économie d'énergie sur quelle thématique. Voilà, on a vraiment tout ce côté écosystème qui est valorisé, et en plus avec une approche territoriale qu'on essaye d'avoir de plus en plus, en faisant se rencontrer les personnes, les acteurs d'un même bassin d'emploi ou d'activité. Quelques chiffres pour illustrer voilà, ce que je vous dis. Donc ça, c'est les chiffres issus du bilan 2021, où on avait du coup 14 événements qu'on a organisés nous en propre sur la mobilité, donc un petit peu plus d'un par mois finalement. 9 interventions dans des réseaux, dans des événements partenaires, donc avec le côté ouverture à un public plus large. Des rendez-vous individuels qui servent soit à accompagner les personnes dans leur démarche, soit aussi à rester en veille sur le sujet de la mobilité. Et donc au total, le bilan révélait 769 participants uniques à nos actions, issus de pratiquement 500 entreprises et structures différentes, et donc une partie qui est issue de notre panel d'adhérents. Donc là, on avait 111 adhérents de Réseau Alliance parmi les 380, et beaucoup de nouveaux établissements aussi qui profitent notamment de l'offre sensibilisation de conférences ouvertes à tous. Alors, quand on a préparé cette présentation, du coup, on s'est posé la question de comment convaincre un décideur. Donc, décideur au sens acteur économique, acteur de l'emploi, enfin, acteur employeur. Et donc, je vous ai partagé cette slide que j'avais créée et qui marche toujours bien quelques années après, qui était toutes les bonnes raisons qu'a une entreprise à se lancer dans le management de la mobilité. Donc, avec des arguments qui sont autour de l'impact environnemental et l'impact carbone. Donc, cela, je pense qu'on est tous bien au fait aujourd'hui de ces sujets. Des économies sur le foncier, notamment si on a moins de personnes qui viennent en voiture, on a moins de besoin de parking, ce qui coûte extrêmement cher aujourd'hui. Mais on a aussi des sujets voilà, de performance, d'innovation, de transversalité, des personnes qui vont travailler ensemble sur un plan de mobilité. Ils vont travailler avec les ressources humaines, les représentants du personnel, le service achat. Ils vont travailler avec la direction, ils vont travailler avec les collaborateurs. Et tous ensemble, finalement, ils vont apprendre à travailler de manière beaucoup plus transversale et peut-être aussi avoir ces logiques d'innovation concrète. Du coup, le dialogue social qui en découle aussi. Alors, cette partie-là, elle est encore plus importante depuis que la LOM demande aux employeurs de plus de 50 collaborateurs de mener dans leur dialogue social des discussions autour des déplacements de domicile-travail des collaborateurs. Donc, voilà, un sujet qui vient renforcer finalement, qui vient enrichir les sujets de transition dans le dialogue social. Mais on a aussi voilà, les économies de fonctionnement pour aller vite. On est tous au courant du prix de l'essence, mais même quand elle était un petit peu moins chère, ça coûtait quand même beaucoup plus cher de circuler en voiture, qu'on soit un particulier ou qu'on soit un professionnel. En tout cas, c'est un poste de dépense très important pour les déplacements professionnels. Je vous parlais de marque employeur aussi tout à l'heure. Une entreprise qui est accessible hors voiture pourra accueillir beaucoup plus de salariés qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont pas à passer le permis B.
On a aussi le côté image d'un employeur dynamique qui se soucie de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, de la cohésion des équipes. Hein, voilà. En tout cas, on a vraiment ce côté employeur engagé qui revient à travers la mobilité durable. Puis voilà, d'autres sujets de pouvoir d'achat, on a parlé dès l'introduction, la qualité de vie, le bien-être au travail, la cohésion des équipes, notamment quand on partage des trajets, que ce soit en covoiturage ou en marchant ensemble jusqu'au tram, jusqu'au bus, jusqu'au TER. On crée des liens entre collègues qui sont différents, qui sont très riches. Et le côté exemplarité, donc surtout avec la valorisation dans des conférences, dans des bonnes pratiques. En tout cas, voilà, une entreprise qui s'active sur le sujet du management de la mobilité, elle va trouver des bénéfices directs pour ses collaborateurs, pour son fonctionnement, mais aussi pour son image de manière générale. Donc voilà, généralement, quand on présente le management de la mobilité, on commence par là, plus forcément les aspects réglementaires, donc avec ce que je vous disais sur l'obligation de mener les NAO sur la mobilité durable, les outils comme le forfait mobilité durable et toutes les réglementations également autour des stationnements vélo, des bornes de recharge pour les voitures électriques. Voilà, c'est aussi ces sujets-là qu'on va traiter. Et donc, comment convaincre? Une fois qu'on a convaincu une entreprise, un employeur de se mettre au management de la mobilité et qu'on a un référent mobilité, la personne peut souvent être confrontée à des freins internes parce que la priorité de son poste n'est pas forcément la priorité de tous. Et donc ça, c'est un frein qu'on a très vite décelé sur Déclic Mobilité. Et donc, on a travaillé en 2014 avec différents adhérents qui étaient issus. Alors, il y avait, pour les citer rapidement, il y avait des entreprises comme Decathlon, donc des grosses entreprises, la CARSAT Nord-Picardie aussi qui était impliquée dans les échanges, AG2R La Mondiale, l'Université catholique de Lille. Donc voilà, c'est quelques-uns parce que je ne les ai plus tous en tête, mais en tout cas, on a tous travaillé ensemble sur cette même problématique que tout le monde partageait, qui était comment convaincre mon dirigeant de me donner plus de temps et de mettre le sujet en priorité. Comment convaincre un commercial qui est un collaborateur mais qui a des particularités, en tout cas une personne qui est itinérante. Comment convaincre les collaborateurs de manière générale de s'intéresser au sujet. Comment convaincre les managers d'accorder un petit peu plus de flexibilité, d'accorder plus d'importance à la mobilité durable, etc. Donc avec du coup des cibles, juste pour le lister si ça s'affiche petit dans votre écran, les métiers des ressources humaines, les métiers autour de la sécurité, l'urbanisme, toutes les personnes qui vont gérer le site de travail, les responsables, les élus représentants du personnel et les services généraux, les services achats, les services finances, donc sans qui on n'a pas de budget pour lancer quelques actions. Et donc, pour chacune des cibles, donc vous pouvez les retrouver sur le site web à l'adresse qui s'affiche, donc dans la rubrique outils de Déclic Mobilité. Pour chaque cible, quand on clique, on navigue dans un outil qui est développé, donc il est à remettre à jour sur certains points, mais le principe et la structure restent valables. On va trouver des différents arguments. Donc là, par exemple, pour le DRH, enfin le ou la d'ailleurs DRH, on va parler de mobilité qui est un atout pour recruter des talents, pour les fidéliser également. Donc, à chaque fois qu'on clique sur plus d'infos, on aura un outil, une ressource, une bonne pratique. Bref, quelque chose qui va venir étayer cet argument. Donc là, les 5, le recrutement, le bien-être des collaborateurs, les obligations réglementaires et notamment qui vont concerner les ressources humaines, le dialogue social, la mobilisation des collaborateurs et aussi un côté qui va permettre d'anticiper des changements, notamment quand on a des déménagements de sites, par exemple, ou des réorganisations. Travailler sur la mobilité, ça permet de commencer à aborder ces sujets tout doucement. Donc, voilà cet outil que je voulais vous présenter, qui vient du coup donner le plus d'outils possible finalement aux mobility managers, même si je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus écoutés qu'en 2014. Il reste encore un travail pour que ça devienne prioritaire. Un autre outil, qui est le dernier outil que je vais vous présenter sur le sujet, le challenge mobilité, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est un challenge qui existe depuis une dizaine d'années sur le territoire des Hauts-de-France, donc qui a été lancé par la dame Picardie
en 2012, si je ne me trompe pas, et donc aujourd'hui qui agit à une échelle régionale et qui est co-organisée par Réseau Alliance et la CCI Grand Lille. Donc deux entités qui sont actives sur le sujet et qui agissent en réseau. Et donc, ensemble, avec des partenaires qui sont des institutionnels, donc la métropole européenne de Lille, le pôle métropolitain du Grand Amiénois, la région Hauts-de-France, le syndicat mixte qui s'appelle Hauts-de-France Mobilité, donc qui réunit la plupart des AOM de la région Hauts-de-France, et avec l'ADEME, et la SNCF, donc, qui est le seul nom public du groupe, on travaille ensemble pour créer cet événement, enfin pour l'animer maintenant, et faire pendant une semaine un événement, un outil au service de tous les employeurs de la région et qui va permettre de challenger les collaborateurs sur les modes de transport qu'ils utilisent au quotidien pour se rendre au travail. Et donc cette semaine, donc, ça s'est déroulé du 19 au 24 septembre, à peu près pendant la semaine de la mobilité, donc un tout petit peu en décalé. Et on a diffusé les 5 affiches que vous voyez, donc qui ont décidé de reprendre la mobilité avec un côté un petit peu… Je me dépêche. Ouais. Oui, j'ai pas vu l'heure. Excuse-moi. Voilà. Donc en tout cas des affiches qui sont un peu pop et du coup voilà, c'est un événement qui fonctionne bien avec près de 200 établissements chaque année qui participent pendant une semaine. Au total, on a eu pratiquement 7000 salariés qui ont participé. Et je ne vous ai pas mis les tonnes de CO2 évitées, mais on est à peu près à 40 tonnes, je crois, pendant une semaine, juste avec les efforts qui ont été faits pour réduire l'usage de la voiture. Et je voulais juste finir dessus. Ça fonctionne très bien et de mieux en mieux grâce à nos ambassadeurs, donc qui sont des EPCI et notamment Artois Mobilité, notamment le PETR du Pays de l'Indre, si je ne me trompe pas, qui viennent jouer le rôle d'acteurs relais du challenge pour le promouvoir auprès des ambassadeurs, auprès des établissements de leur territoire. Et c'était la dernière slide, donc je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé, mais je vous remercie pour votre attention. Et voilà, s'il y a des questions… C'était vraiment très bien, passionnant. Je trouve que ce que vous faites est absolument nécessaire et c'est vraiment très, très inspirant en tout cas. Merci beaucoup. J'ai juste une remarque de M. Chevreuil sur les nudges. Ouais. Apparemment, sur les Pays-Bas, ils ont développé ces pratiques, mais avec des récompenses réelles. Bon. Ah, alors, c'est un petit peu coupé, donc je n'ai pas entendu, je suis désolée. Non, sur les nudges, aux Pays-Bas, apparemment, ils ont développé ces outils, mais avec des récompenses réelles. Je sais pas. Oui, tout à fait. Alors, du coup, ce n'est pas des nudges, mais on a un péage inversé. Où, je crois que c'est à Rotterdam, où les automobilistes qui arrêtent de prendre leur voiture en heure de pointe pour certaines lignes sont récompensés avec, pour le coup, des euros sonnants et trébuchants. Je pense que c'était ça le… C'était ça, tout à fait. Il y a eu un projet sur l'île, mais qui n'a pas abouti. Apparemment, ça se lance. Ça revient. Ça revient. Mais voilà, il faut qu'on en sache plus d'ici là. Bah écoutez, je pense qu'on va conclure le webinaire là maintenant. Je vais partager mon écran. Hop. Et puis, merci à tous pour les interventions. Donc, juste pour rappeler que le webinaire se tient dans le cadre du programme à côté. Donc, c'est un programme C2E, donc sur des lignes de covoiturage qui vise à promouvoir donc, les lignes de covoiturage comme une solution alternative de mobilité en milieu rural et périurbain. Donc, c'est un programme qui a été lauréat de l'appel à projet du ministère en 2019 et qui s'arrêtera fin 2023, qui vise à sensibiliser 25 000 décideurs publics aux questions de covoiturage, comme on l'a fait aujourd'hui, et aussi créer son ligne de covoiturage en territoire. Donc, c'est aussi répondre aux enjeux de mobilité, comme on l'a évoqué, et puis aussi réduire la part de l'autosolisme. Donc, vous pourrez voir sur le site toutes les informations si jamais ça vous intéresse, notamment relayer si vous pouvez le programme, car c'est sa dernière année, c'est un programme qui est très intéressant pour les collectivités afin de financer notamment avec l'enveloppe C2E. Donc voilà, et puis juste je voulais aussi vous dire que toutes les ressources donc, sont sur le site à côté covoiturage. Il y a un compte rendu qui sera rédigé à l'issue du webinaire
Et donc, vous pourrez retrouver toutes les présentations si jamais vous souhaitez revenir sur des choses qui ont été dites. Donc, écoutez, je vais tous vous remercier pour le temps passé ensemble et pour les échanges passionnants et très intéressants. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, n'hésitez pas, on reste en contact. Vous avez mon mail si jamais. Et puis à bientôt. Bon week-end prolongé à tous. Au revoir. Merci, Merci. au revoir. Au revoir, merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir et merci de